Bonjour, bienvenue à Créa en ondes, le podcast de l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Aujourd'hui, on reçoit Farnell Marissette pour venir nous parler de lui-même. Bonjour! Donc, c'est un segment, en fait, de notre podcast qui est orienté entrevue créateur. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le but, en fait, c'est de vous présenter différents créateurs, créatrices qui ont des parcours atypiques pour montrer, en fait, toutes les couleurs de la création de contenu québécoise. Est-ce que ça existe, un créateur qui a un parcours typique, par exemple? Non. Écoute... T'as bien raison, je dis atypique, là, mais c'est plus de s'intéresser à l'humain derrière le créateur. On va dire ça comme ça, c'est mieux dit. Donc, commençons tout de suite par peut-être ton parcours académique, d'où tu viens, ça a été quoi tes études, qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui, là? J'ai fait mon primaire, secondaire, cégep dans le système anglophone à Québec. Parce que tes parents sont anglophones? Ma mère est d'une famille anglophone, alors je suis un enfant de la loi 101. De là, j'ai fait des études en génie civil à l'Université Laval. Travaillé pendant à peu près 5 ans pour une compagnie de technologie dans le parc technologique à Québec, où j'ai eu la chance de voyager partout dans le monde. Ça m'a vraiment allumé à beaucoup de choses différentes. Et puis, je me retrouvais à beaucoup travailler avec des avocats qui venaient un peu partout dans le monde. C'est quelque chose qui m'intéressait, c'est un monde qui m'intéressait déjà un peu. Alors, après quelques années, j'ai décidé, je vais tenter ma chance là-dedans. J'ai été admis en droit à la faculté de McGill. J'ai fait mon bac en droit là-bas. En cours de route, j'ai aussi entrepris une mineure en économie qui a un peu commencé mon intérêt pour l'économie. J'étais travaillé à peu près 6 ans à New York pour une firme de droit des affaires là-bas pour les clients de Wall Street, tout ça. C'était super excitant. J'ai fait ça pendant 6 ans et maintenant, je suis étudiant à la maîtrise en philosophie de l'économie à la London School of Economics à Londres. Il me reste à peu près 2 mois. Quand même tout un CV. Tout le monde a la même quantité de temps. J'ai décidé de faire autre chose avec le mien. Ah non, 100%. Puis, à travers toutes tes études et ton parcours professionnel, qu'est-ce qui t'a appelé à faire de la création de contenu? C'était quelque chose, j'ai toujours eu un intérêt pour l'idée de participer en tant que citoyen. Participation sociale de cette façon-là. C'est une façon de redonner. Oui, de redonner, je dirais plutôt contribuer. Parce que redonner, c'est une implication que tu as reçue, dont tu dois retourner. Je pense pas qu'on devrait le voir comme une espèce de notion d'échange parce que il faut que quelqu'un donne pour que quelqu'un d'autre reçoive. Puis si on est tous assis en attendant de recevoir avant de commencer à redonner nous-mêmes, ben là, il n'y a rien qui va se faire. Ouais. Alors, je le vois plus comme une participation. Mais oui, même principe. Je tique sur le mot, là, mais sur l'idée derrière, je suis complètement d'accord. Mais ce qui m'a vraiment poussé à commencer à le faire très sérieusement, au lieu de juste le faire en niaisage une fois de temps en temps, c'était, j'ai raconté l'histoire souvent, le 6 janvier 2021. C'est la date où les partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitol dans le but d'essayer d'invalider la reconnaissance du résultat de l'élection présidentielle de Joe Biden. Puis je travaillais pour le cabinet à New York à l'époque. Il y a un de mes collègues qui m'appelle, qui dit « Allume la télé, il y a un coup d'État. » Puis là, je dis « Un coup d'État, genre en Venezuela, quelque chose. » Il dit « Non, allume la télé. » Aux States. Aux States, c'est ça. Alors, puis là, je vois ça. Mais pendant que plein de gens voyaient des coucous, des fous, des bizarres, puis je dirais ça aidait pas, on s'entend, là. Moi, ce que je voyais, c'était des gens qui étaient très motivés, qui, clairement, dans leur tête, étaient en train de faire un geste pro-social, un bon geste pour leur société. Ils étaient en train de crier des slogans de démocratie et de sauver leur pays, mais ils le faisaient en invoquant la violence pour invalider le résultat d'une élection dans ce qui est supposé être le plus grand pays démocratique au monde. Et moi, ma constatation de ça n'a pas été « ces gens-là sont fous, sont stupides, sont cons, c'est la faute à Trump ». Moi, ma constatation, ça a été « il y a un dialogue citoyen qui est rendu complètement dysfonctionnel. » Et on ne peut pas se fier à nos élus pour le régler parce qu'ils en sont largement les premiers bénéficiaires. C'est qui est à l'avant. Cette déconstruction-là du discours social est à l'avantage des politiciens qui savent en abuser à leur avantage. Alors, la solution ne viendra pas d'eux. Ouais. La solution va venir de gens, de simples citoyens qui
indépendants, qui regardent ça et qui disent non, c'est pas ça la société dans laquelle je veux venir. Puis c'est pas de l'altruisme, là. Je vis dans cette société-là, moi aussi. Alors, je veux participer à son entretien, puis je prétends pas que mes vidéos vont faire la différence. Mais si chaque personne participe à la hauteur de ses capacités, à la hauteur de ses moyens, à améliorer la qualité du discours citoyen qu'on a, à ce qu'on se parle entre nous dans le respect, ça va avoir un impact positif. Et ultimement, je pense que c'est ça notre seule vraie défense contre les dérapages qu'on malheureusement on est en train de voir au Sud. Puis honnêtement, clairement, tu contribues au discours social avec ton contenu parce que tu traites très souvent, en fait, de sujets qui sont incompris, très lourds, très compliqués, même quand c'est relaté dans les médias, c'est fait de façon journalistique. On s'entend-tu c'est dommage, là, mais un téléjournal, ça ne va pas rejoindre tout le monde. Pas tout le monde est capable de comprendre non plus le comment, du pourquoi, les motivations derrière et tout ça. Fait que j'ai l'impression qu'avec ton contenu spécifiquement, tu contribues beaucoup à vulgariser certains sujets qui sont très complexes ou mal compris. Oui, je pense que oui. Et je veux dire, je fais la même constatation à propos des téléjournaux de ce monde, sans du tout vouloir leur lancer le blanc, parce que eux ont déjà un travail extrêmement difficile. Oui. Ce qui manque, je pense, et c'est quelque chose qu'on a pu, c'est du contenu d'information long format. Et puis, tu sais, je dis long format. 3 minutes, selon moi, c'est du long format, parce que c'est très rare qu'on a plus que 15 secondes au téléjournal pour parler d'un sujet. Mais même plus loin que ça, c'est quasiment du documentaire. Puis je pense, entre autres, à la génération de nos parents, nos grands-parents ont grandi avec Point de mire. Que ça, c'était 1 heure par semaine, ou c'était René Lévesque à l'époque, qui était juste devant son tableau à dire « Voici ce qui se passe, puis on va rentrer en profondeur. Puis quand vous aurez fini cette heure-ci, vous allez comprendre l'enjeu à un niveau adéquat pour après ça pouvoir, quand vous allez en entendre parler aux nouvelles, avoir le contexte nécessaire pour avoir une compréhension qui dépasse le 15 secondes, le voici ce qui est arrivé aujourd'hui. » Ça, je pense qu'à quelque part, les réseaux sociaux ont peut-être une niche à développer là-dessus parce que c'est quelque chose où ceux qui sont intéressés peuvent l'écouter, puis ceux qui ne sont pas intéressés peuvent passer à autre chose. Le téléjournal n'a pas ce luxe-là. Il faut que le téléjournal soit intéressant pour tout le monde qui l'écoute. 100%. Puis tu le vois, le clash aussi dans l'information qui est relayée parfois au téléjournal, puis comment c'est interprété de l'autre côté. Ouais. Tu sais, le journaliste dit A, puis là, on arrive, puis on me sort un argument B, puis là, tu le regardes, puis tu fais comme, mais c'est pas ça qu'il a dit. Ouais. Puis le journaliste, il n'a pas le temps de rectifier parce que le journaliste, il est passé à autre chose. Ou tu peux pas comparer. Je veux pas rentrer dans la conspiration du COVID, puis ça, mais, tu sais, une des plus grosses erreurs que je voyais, c'était quand le monde, il était en train de comparer le nombre de personnes à l'hôpital qui étaient vaccinées et non vaccinées. Puis il disait, ça sert à rien de te faire vacciner, c'est la même chose. Ouais. Mais il ne comprenait pas qu'il y avait beaucoup moins de gens qui étaient pas vaccinés que de monde qui était vacciné. Fait qu'il faut que tu fasses un prorata sur le nombre de personnes qui... Tu sais. On pourrait faire une série complète d'explications, d'analyses, de vulgarisation des statistiques. Oui, comment juste sur les chiffres. nouvelles qui étaient sorties pendant la COVID à propos du fameux tableau de bord du gouvernement que tout le monde reprenait à sa sauce, que les mêmes chiffres se ramassaient à prouver une chose et son inverse selon quelle personne faisait l'analyse. Il y a beaucoup de travail à faire là, je pense. Est-ce que tu trouves qu'au niveau des réseaux sociaux, par contre, le fait que quand tu commences à t'intéresser à un sujet, les algorithmes sont, tu sais, entre autres TikTok, t'envoie énormément d'informations sur ce dit sujet, en dehors de la plateforme où tu as initialement consommé l'information. Fait que, est-ce que ça te permet d'avoir un plus grand esprit critique vu que tu reçois toutes sortes d'informations? Tu sais, je pense à, par exemple, quand il y a eu la guerre en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien. Je veux dire, moi, dès que je commençais à consommer du contenu là-dedans, je m'en faisais envoyer plein. Puis là, on dirait des deux bords. Puis je finissais par me faire comme une tête avec toute la panoplie de contenu que je recevais. Genre, ça, c'est une grande force des médias sociaux. Est-ce que c'est-tu positif? Pas toujours? Comment tu reçois ça de ton côté en tant que créateur politique, on va dire? Je pense que ça dépend beaucoup. C'est ce que tu décris, tu t'intéresses à quelque chose, puis toi, tu commences à avoir plein de contenu sur ce sujet-là, d'un bord ou de l'autre. Ça, c'est relativement rare. Plus souvent, ce qui va arriver, c'est l'algorithme va détecter conflit en Ukraine, par exemple.
Toi, t'es vraiment... C'est vrai. T'as bien réagi à une vidéo qui dépeint les combattants ukrainiens dans une lumière très positive. Alors, on va t'envoyer d'autres vidéos qui dépeignent les combattants ukrainiens dans une lumière très positive. Ce qui va faire que tu vas avoir l'impression que toute l'information qui ressort démontre que les combattants ukrainiens sont les bons, si tu veux. Je ne veux pas me lancer dans la géopolitique de la chose, j'utilise l'exemple. Là. Ce qui fait que quelqu'un d'autre qui, plutôt, va bien réagir, peut-être parce qu'il y a un biais cognitif, peut-être parce que lui-même, il est russe, peut-être parce que, peu importe la raison, il a donné plus d'attention à du contenu qui démontre les combattants russes dans une optique positive. Lui va recevoir de plus en plus de vidéos qui ont tendance à confirmer cette perspective-là, ce qui fait qu'entre les deux individus qui vont tous les deux avoir l'impression d'avoir reçu une tonne d'informations, ben, ils ne vont pas avoir reçu la même information et ça va être très difficile pour eux après ça de partager une réalité factuelle parce que leur base factuelle n'est pas la même. Ça a du bien et du mal. Le bien, c'est que justement, ça t'apporte beaucoup d'informations. Le mal, c'est que ça tend à t'apporter de l'information que tu as tendance à déjà vouloir croire. Alors, c'est risqué là-dessus. Les chambres à écho, je pense, sont rendues beaucoup pires par les médias sociaux, ce qui amène, je crois, à l'importance d'avoir du contact humain avec les gens qui ont peut-être des médias sociaux différents. Exercice qui peut être le fun. Ramasse le téléphone de quelqu'un d'autre puis check sa For You page pendant 10-15 minutes, des fois. Voir quoi d'autre qui se trouve dans le monde. Ça peut être un exercice intéressant, ça aussi, si vos amis sont prêts à le faire. Mais c'est ça, c'est à double tranchant. Ça apporte beaucoup d'expertise potentielle, mais ça apporte une expertise qui peut être très, très axée vers un point de vue qui n'est pas complet. Puis même, je pense qu'il y a un tri qui est fait au niveau des commentaires. Aussi. Tu vas voir en premier les gens qui sont d'accord avec toi. Fait que c'est sûr que ça peut biaiser un peu les opinions, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a plus surpris sur la création de contenu quand tu es arrivé et que tu t'attendais pas à ça? Ce qui m'a surpris, faut comprendre, j'étais dans un contexte très particulier. Je vivais à New York. Oui. Et puis maintenant, je vis à Londres. Je passe au Québec souvent, mais ma vie n'est pas ici. Alors, je suis passé de 2000 abonnés à 75 000 abonnés dans mon temps à New York sans vraiment passer au Québec. Alors, j'avais aucune compréhension de l'impact que ça pouvait avoir dans la vraie vie. Dans certaines ton contenu à toi, tu penses? Oui, c'est ça. Okay. Je me souviens la première fois que j'étais arrivé au Québec, j'arrive à la douane, à l'aéroport, puis le douanier me reconnaît. Ça, c'est la première fois que j'ai été reconnu dans ce contexte-là. Ça m'a vraiment surpris. Et puis, ça continue de me surprendre. Je ne suis pas un gros créateur. Là. Il y a des gens qui en ont des millions des abonnés. Moi, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ça. Mais juste voir l'ampleur que ça va chercher, je me fais arrêter dans la rue régulièrement par des gens qui sont toujours très gentils avec moi, qui sont super respectueux, pour quelque chose qui existe complètement dans la marge de ce qu'on considère être la culture médiatique québécoise. Ça me surprend beaucoup. Ça me surprend énormément. Puis je dis souvent, j'adorerais faire l'expérience. Je voudrais rentrer dans n'importe quel cégep au Québec en même temps avec Émile Lalune et Karine Vanasse, puis voir ça va être laquelle qui va être reconnue en premier. Ben c'est sûr, c'est Amy. Mais ça, je suis certain qu'il y a bien des gens qui seraient très, très surpris, voire même choqués de le réaliser. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis certain que c'est le cas. Mais je suis certain qu'il y a une grande classe de gens présentement dans les médias qui, eux... Qui réalisent pas ça. Le réalisent pas du tout. Ah oui, 100%. Puis est-ce que tu vis bien avec le végétariat? Je peux te dire ça de même? Végétariat, gros bémol, là, je suis pas... non, mais j'anticipe la première interaction que je vais avoir en personne avec quelqu'un qui m'aime pas, que moi je connais pas. Ça m'est jamais arrivé encore, mais c'est un peu inévitable, ça va arriver, puis je sais pas comment je vais réagir à ça. Présentement, j'ai eu des interactions très positives avec des gens très respectueux, qui étaient très gentils, qui comprenaient que j'étais dans mon espace, j'étais avec des amis, peu importe. Ce qui fait que j'en ai une appréciation très positive. Ça reste toujours vraiment bizarre, mais ça me cause pas de tort. Comment je vais réagir quand ça va commencer à être plus négatif, je sais pas encore. Ah non, c'est clair. Moi...
On dirait que je suis pas habituée à ça parce que c'est pas à moi que ça arrive, mais chaque fois que je tournerais ça avec Antotrad, mettons, c'est sûr que quelqu'un vient nous voir. Là. Ouais. Tout le temps. Toutes les fois. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que tu t'habitues. En même temps, tu es dans un contenu plus intellectuel. Fait que je m'attendrais pas à même si tu rencontrais quelqu'un dans la vraie vie qui était pas d'accord avec toi, je pense qu'il y aurait un débat avec toi et ça serait pas nécessairement. Peut-être, ouais. Tu sais, je pense pas que ce serait. T'en verrais pas de de cailloux, même, là. Non, ouais. c'est ça. Ouais. Exact. OK, intéressant. Puis, comment tu vois que les réseaux sociaux, ça peut contribuer, mettons, à l'essor de toutes les communautés, autant scientifiques que politiques, que, je veux dire, toi, tu t'en sers pour discuter de politique puis d'actualité, mais qu'est-ce qu'on peut... Tu sais, dans le fond, tout le monde a avantage à faire ça dans tous les domaines. Là. Je pense que oui. C'est un nouveau canal de diffusion. Ben, tout le monde a avantage à faire ça s'ils ont un confort avec la communication. Ouais. Ça peut être un gros désavantage si c'est une personne qui est extrêmement inconfortable avec la communication ou qui est très gênée, par exemple. Alors, il y a des gens... je parle par exemple à des auteurs de livres. Un auteur de livre, généralement, c'est pas quelqu'un qui est extrêmement extraverti. Il y en a, là, mais si tu décides que ton métier, ça va être d'écrire des livres, c'est probablement que tu préfères être plus vers toi-même, qui se font dire par leurs éditeurs, il faut que tu sois sur TikTok, parce que le BookTok, c'est comme ça qu'on vend des livres aujourd'hui, que ça paraît qu'ils n'ont pas de l'air à s'amuser, puis ils n'ont pas de l'air à aimer ça, puis après ça, ils se font reconnaître, puis ils n'aiment pas ça. Alors, ça peut être un désavantage pour eux, mais généralement, pour quelqu'un qui est confortable à le faire, je pense que c'est un énorme avantage. Je pense que aussi... Ce qui est très enrichissant, c'est que ça permet la diffusion d'informations qui n'auraient jamais été diffusées avant dans les médias de masse parce que ce n'était pas économique de le faire. Pour les médias de masse, il faut que tu rejoignes un maximum de personnes pour être rentable. Sur les réseaux sociaux, pour quelques centaines de dollars, tu es pleinement équipé. Je n'ai pas l'impression que le studio ici va coûter 20 millions. Là. Non, clairement pas. Et puis pourtant, on va rejoindre beaucoup de personnes de cette façon-là, ce qui nous permet après ça d'avoir des discussions sur des sujets beaucoup plus pointus qui vont être diffusés de façon très vaste. Et les algorithmes sont très bons à trouver un auditoire intéressé par ce sujet-là qui permet des connexions par les médias qui n'auraient pas eu lieu avant. Mais ça reste quand même une belle avenue pour, par exemple, nos artistes qui, en ce moment, manquent de visibilité partout, en fait. Oui. Puis que, tu sais, je l'ai dit dans une story récemment, tu sais, prenez votre guitare, là, puis faites des vidéos. Ouais. Je veux dire, tout est là. Autant aussi, je vois que... C'est une affaire que j'ai réalisée au premier gala. La première fois que j'ai vu le monde rentrer dans la salle, j'ai eu un choc de ça. Mais autant comme les médias traditionnels, c'est un univers qui est un peu preppy. Tu sais, tout le monde se fait maquiller, tout le monde se fait coiffer, tout le monde... Comment c'est tu dis, il y a des affaires que tu peux pas dire à la télé. Le web, c'est beaucoup plus Wild West, là, on va dire. Moi, je veux dire pas qu'il n'y a pas des gens qui se maquillent et qui se mettent très beaux pour ça, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, dans le sens... Mais... ça permet de célébrer l'unicité. Je veux dire, les créateurs de contenu, je pense que la première qualité, à part être créateur de contenu et être bon dans ce qu'ils font, c'est être unique, être eux-mêmes, être à leur sauce. Ils se prennent pas pour n'importe qui, ils s'habillent comme ils veulent. Quand ils s'en vont à des galas, ils sont pareils que comme sur le web. Puis, ça a une belle valeur et une grande richesse de l'authenticité, je trouve, en 2024. Là. Ouais. On est vraiment dans un... les générations chez les jeunes célèbrent ça, d'être différent des autres puis de s'assumer là-dedans. J'ai l'impression que le web contribue à ça présentement. Ouais. Je suis d'accord. Je pense aussi une des choses qu'on constate, c'est que contrairement au vedettariat télé, disons, le vedettariat web, dans la mesure que on est en train de se créer une espèce de système de vedettariat qui c'est pas une réalité culturelle qui surélève l'individu qui en est le sujet. Si on croise une vedette de film dans la rue, il y a comme un wow, on reste loin. Mais si on croise quelqu'un qu'on connaît des réseaux sociaux, on n'a comme pas l'impression que cette personne-là est déconnectée socialement de nous. Cette personne-là ne vit pas dans une sphère différente de nous. Ce qui amène peut-être au fait que justement, il y a peut-être plus de gens qui se sentent confortables à approcher les gens qui travaillent dans les médias sociaux que les gens qui travaillent dans l'industrie traditionnelle des médias. Ben aussi parce que tu as l'impression de les connaître. Ouais. Parce que, ben, tu sais,
même toi qui fais du contenu politique, j'ai déjà vu dans des lives en train de faire tes pâtes derrière. La sauce à spaghetti! Ta sauce à spaghetti. Puis tu sais, on te voit dans ta cuisine, puis là, t'expliques des sujets. Ouais. Ça rend, tu sais, le behind the scene qui existe pas du tout chez les vedettes traditionnelles. Là, on le voit, puis c'est pas stagé. Là. T'es dans le salon de la personne. Ben ouais, c'est que pour la plupart des gens, ils font leurs vidéos, ils sont pas dans un studio. Ouais. Il n'y a pas de behind the scenes, il y a juste ta vie. Oui, ça c'est moi. Ouais. Take it or leave it. Exactement. Moi, mes vidéos, je les fais, si je suis assis à quelque part, soit j'étais assis dans mon bureau quand je les faisais quand j'étais à New York, j'étais littéralement dans mon bureau, mon laptop il était là, puis je travaillais, puis je prenais 5 minutes de break pour faire mon vidéo, ou je le fais en marchant de chez moi à l'école ou de chez moi à mon bureau, ou je le fais littéralement dans mon salon. Il n'y a pas de... Peut-être justement parce que les budgets sont moins élevés, ça force les gens à faire de la création beaucoup plus dans leur intimité. Ça se ressent par ceux qui reçoivent cette création-là aussi, ce qui donne un sentiment d'intimité de cette façon-là. Ça peut être un peu dangereux, cette intimité-là, oui, mais quand c'est fait de façon respectueuse, puis l'énorme majorité des gens comprennent très bien cette réalité-là, ça donne un sentiment d'authenticité. Je pense que c'est ça que les gens cherchent. Puis est-ce que tu vis bien avec tout ce que tu postes? Est-ce que quand tu fais une vidéo, tu repasses dessus 18 fois? Est-ce que c'est des one take, tu poses ça, puis tu fais comme adviendra ce qui pourra? Comment tu vis avec ton auto-juge de ton contenu, on va dire? J'ai le même problème qu'à peu près tous les autres personnes qui font ça, à qui je leur ai parlé. Après avoir créé une vidéo, il y a comme un bon solide 20-25 minutes après où je suis inutile. Je suis juste en train de refresh. OK, il est rendu à combien? La vélocité est rendue où? Ah non, OK, lui, il va pas pogner tant que ça. Ah, je t'en maudis. Puis je m'écoute et je me regarde en train d'avoir cette réaction-là, puis je me dis, non, faut pas que tu sois comme ça, faut que tu lâches prise. Il y a comme une espèce de conflit interne chaque fois. J'aimerais pouvoir te dire que, non, tu sais, moi, je fais mon vidéo, puis je m'en vais, puis je m'en sac un peu, mais non, c'est pas ça la réalité. Là. C'est vrai en général. Un commentaire méchant, ça me fait mal. J'aime pas ça. Un commentaire qui est bon, c'est sûr que ça peut être flatteur. Alors, il faut toujours se garder une distance de ces choses-là, mais l'humain étant humain, c'est pas toujours facile à faire. 100%. Moi, je me rappelle en 2018, quand je faisais des lives sur Facebook, là, mes premières vidéos, là, je pense que j'ai regardé au complet 18 fois, pas de son, avec son. J'analysais combien de fois j'avais joué dans mes cheveux, tourné sur ma chaise. Puis, à un moment donné, je suis comme, qu'est-ce que ça donne de faire ça? Ouais. C'est comme si tu te mets à chercher pour la perfection ou, tu sais, enlever toutes les affaires qui font en sorte que ton contenu est authentique. Ça va juste être beige, là. Ben, ça va être... C'est que les gens vont sentir que c'est fake. Exactement. On est très, très... Tu sais, le détecteur de bullshit humain est extrêmement développé. Et quelqu'un qui essaie de dépasser ça, ça se sent tout de suite, tu le sais tout de suite. J'ai vu à quelque part une étude où du contenu commandité sur TikTok, ça prend 0.2 secondes pour que quelqu'un sache ça, c'est commandité. Avant même qu'il voit le petit commandité, avant même, juste immédiatement, l'humain le sait. Alors, ouais, je pense que c'est essentiel, ça. As-tu des trucs pour survivre à l'opinion d'autrui, à part se mettre sous le parapluie de l'indifférence? Ben, si vous pouvez vivre dans un autre pays où personne parle français et personne ne vous connaît, je pense que c'est un excellent début. Okay. Je dis ça parce que je vis à New York. C'est ça. Allez tous vivre à Londres. Un des trucs, c'est peut-être pas le bon mot, une approche, et c'est contre-intuitif, rejeter, c'est le grand mot, créer une barrière émotive entre les commentaires positifs que vous recevez et comment ça vous affecte, c'est nécessaire. Parce que si vous laissez les commentaires positifs vous affecter, vous êtes obligé de laisser les commentaires négatifs vous affecter. Si c'est le public, parce que le public, c'est une notion abstraite, on n'est pas capable d'imaginer une grande foule, on est juste capable d'imaginer comme une espèce d'être amorphe. Si on laisse le public nous devenir maître de nos émotions positives, on le laisse aussi, par la même porte, devenir maître de nos émotions négatives. Alors, ouais, créer cette distance-là le plus possible. Quelqu'un qui nous fait un commentaire positif, vous pouvez dire merci, mais votre joie ne devrait pas dépendre de ça.
Non, puis tu sais, il faut être capable de un peu trier qu'est-ce qui est constructif aussi là-dedans, parce que à un moment donné, c'est sûr que quand tu fais du contenu qui est public ou comme notre événement qui est ultra public, comme le gala, c'est sûr que tout le monde au Québec a une opinion de comment on aurait dû faire ça, puis comment on n'aurait pas dû faire ça, puis à un moment donné, tu sais, ça prend des gens qui prennent des décisions, puis qui assument leurs décisions, puis qui le font. Mais tu sais, je t'entends dire tout le monde au Québec. Je pense que c'est important de relativiser. L'énorme majorité des gens au Québec n'ont pas écouté le gala. Non, et tout le monde au Québec. Tout le monde qui l'a écouté. Mais je pense que cette distinction-là est importante de savoir aussi. Dans le fond, là, vous n'êtes pas important. Non, on n'est pas important. Mais je dis ça à tout le monde. Moi-même aussi. Dans le fond, moi, je suis pas important. C'est pas grave. On est juste des gens qui sont en train de vivre nos vies un peu à l'aveuglette. On rentre dans la vie de quelqu'un pendant 2 secondes, peut-être, avant qu'il scrolle au prochain. Gardons une nuance là-dessus. Là. Oui, puis nous, on n'a pas fait ça pour avoir de l'attention. Là. On a créé ça parce qu'il y avait un besoin de reconnaissance dans le milieu qui était évident. Exact. À l'intérieur de la communauté, c'est super enrichissant, c'est super important. Il faut relativiser parce que ça devient trop facile après ça, se donner soi-même intellectuellement, émotionnellement, une importance qui est trop lourde à porter, que personne ne devrait porter ça. À moins d'être le premier ministre qui va faire des décisions de vie ou de mort. On peut juste vivre notre vie dans notre carré de sable, faire des choses qui sont importantes pour nous, pour nos amis, pour notre communauté, sans avoir l'impression qu'on est toujours redevable à l'univers pour tous les choix qu'on fait. 100%. C'est pas parce que tu fais quelque chose dans l'œil du public que le monde y pense ensemble avant d'aller se coucher le soir. Oui. Ça, c'est certain. OK, excellent. Ben écoute, je pense pas que j'ai d'autres questions pour toi aujourd'hui. Ben déjà que j'ai fini en disant qu'on n'était pas important, je pense que c'est correct. C'est ça. On a fait le tour du sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Varnel. Honnêtement, toujours très intéressant de se jaser. Tu as 1 million de choses à dire. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Ou pas, si ça vous intéresse pas, c'est correct aussi. Vous n'êtes pas obligé, là, mais c'est intéressant ce qu'il pose. Fait que je vous encourage quand même à le faire. Ta première plateforme, c'est quoi, TikTok? C'est TikTok, mais je republie sur Instagram, Facebook, Twitter, X, dans la mesure que le temps le permet. Un peu partout. Alors, plateforme préférée, ça me fait bien. Excellent. Ben, je te souhaite une excellente continuation dans ton contenu, puis au plaisir de se recroiser. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Super agréable, j'apprécie beaucoup. Et puis, si je peux être utile à l'avenir, tu sais comment me rejoindre. Yes, merci.